Bonjour, c'est Valérie Stromanger du site aimer-enseigner-imonsite.com, site qui s'affiche juste à côté de moi. Bienvenue à vous qui voulez donc créer, organiser une belle relation avec vos élèves. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une théorie qui s'appelle l'effet Pygmalion. On va voir d'abord qui était Pygmalion, qu'est-ce que c'est que cette théorie, qu'est-ce qu'elle implique et en quoi elle peut nous servir. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec nous? Qui était Pygmalion tout d'abord? Alors, nous voilà repartis dans la mythologie grecque. Pygmalion était un jeune sculpteur très doué qui a sculpté la statue d'une jeune femme. Et cette jeune femme était si belle, cette statue était si belle qu'il a fini par en tomber amoureux. Et voyant cela, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, lui a fait le cadeau de donner vie à cette statue. Donc elle a donné vie à cette statue et ils se sont mariés. Voilà une histoire d'amour, une légende qui se termine bien, ce qui est un peu rare dans la littérature grecque. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous et avec la pédagogie? Alors maintenant on fait un immense bond dans le temps et nous voilà au XXe siècle auprès de psychologues qui s'appellent Rosenthal et Jacobson, dont l'étude va se mettre juste à côté de moi, qui ont étudié les prophéties autoréalisatrices dans les classes. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ils ont fait des expériences d'abord avec des rats, donc là je n'en parle pas, mais aussi des expériences avec des élèves dans une école américaine qui s'appelait Oak School. Et dans cette école, ils ont pris 2 échantillons d'élèves tout à fait normaux, d'un niveau tout à fait basique, voilà, des élèves ni plus ni moins brillants que d'autres, mais 2 groupes d'élèves de niveau comparable. Et ils ont fait enseigner à ces élèves des professeurs qui ne les connaissaient pas. Mais avant qu'ils entrent dans les classes, ils ont dit aux professeurs, oh là là, vous avez de la chance. Vous êtes tombés dans une classe avec des élèves brillants, sympathiques, vraiment ils comprennent tout, ça va être très agréable pour vous. Et dans l'autre classe, ils ont dit, oh, tant pis, vous avez le même programme à faire, mais par contre, ce sont des élèves qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas bien, etc. Pourtant, les élèves étaient de niveau comparable. Puis ils ont laissé les séquences d'enseignement se faire et ils ont testé les élèves. Et à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que le groupe d'élèves qui avait été désigné comme brillant était devenu bien meilleur que le groupe d'élèves qui avait été désigné comme en difficulté. Donc en fait, ce que pensait l'enseignant de la classe avant d'entrer en classe avait influé sur les résultats ultérieurs de la classe. Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge énormément. Alors, comment ça se fait et comment c'est possible? Parce que les professeurs ont enseigné de la même façon et les mêmes cours. Oui et non. Oui, ils ont fait les mêmes exercices peut-être, mais quand on sait qu'on a des élèves brillants, on n'agit pas, on n'a pas les mêmes réactions subtiles, inconscientes que quand on sait qu'on a des élèves en difficulté. Quand un élève qu'on sait brillant se trompe, eh bien, on va lui expliquer rapidement, dire, allez, tu fais attention, c'est pas bien grave, etc. Quand un élève qu'on sait en difficulté se trompe, on se dit, ah oui, c'est normal, il ne comprend pas grand-chose, etc. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin que le cours, et puis de donner un petit bonus, on va y aller avec plaisir dans une classe brillante, puis dans une classe qu'on sait difficile, on va se dire, bon, on va déjà bien voir les choses basiques, et puis bon, pour le reste, tant pis. Et bien petit à petit, ça fait de la différence. Voilà. Alors, maintenant, en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela finalement? Éviter ces prophéties autoréalisatrices. Eh bien, la première chose que je voudrais donner comme conseil ou comme indication, c'est de s'interdire le jour de la pré-rentrée, d'aller avec sa liste d'élèves, voir le collègue de l'année précédente, dire au fait, qui sont ces élèves-là, duquel je dois me méfier, etc. Non, il faut donner une chance à ces élèves et ne pas les enfermer dans une étiquette. Il y a eu les vacances entre deux, ils ont peut-être évolué, on ne va pas enfermer un élève dans ce que pensait l'enseignant qu'il a eu l'année dernière. Il a sûrement évolué et il ne va peut-être pas agir de la même façon avec lui. Donnez-lui une chance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument montrer aux élèves qu'on croit en eux. Que, bien sûr, ils peuvent avoir fait des erreurs, mais on agit sur l'erreur, ça ne fait pas d'eux des imbéciles. D'accord? Il faut croire en leur réussite.
Et si l'élève sent qu'on croit en lui, qu'on croit en sa réussite, qu'on l'estime, eh bien il va y avoir un effet miroir. Et il va vouloir mériter cette estime, il va vouloir la conserver. D'accord? Parce que s'il sent à l'inverse que de toute façon on sait d'avance qu'il est nul, qu'il ne va pas s'en sortir, que c'est voilà, qu'il est pénible, etc. Pourquoi faire un effort de toute façon? Fichu pour fichu. Bon, il y a beaucoup d'élèves qui réagissent comme ça. Non, tu as fait une erreur, mais tu fais mieux que ça, voyons. Hein. Donc, à partir de là, eh bien, on peut construire quelque chose qui est positif et qui va vers la confiance et l'estime de lui-même de l'élève. Et ça, vraiment, c'est un cadeau qu'on lui fait et qui lui donne une chance. Voilà, j'espère que ça vous a plu et intéressé, que vous avez appris des choses. Maintenant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire à la suite de la vidéo. Je les accueillerai avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.